moi je vais vous parler de l'océan vivant. On va faire ça à 3 voix aujourd'hui. Ensuite, Eric vous parlera de l'océan physique et Philippe vous parlera des questions de l'exploitation des ressources vivantes, en particulier des pêches maritimes. Alors, la question de l'océan, en fait, d'abord, une fois pour toutes, Eric l'a déjà dit, mais un océan. Il n'y a jamais eu des océans. Si je prends de l'eau de mer à 400 mètres de fond, n'importe où, c'est la même. Il y a 60 éléments du tableau de Mendeleïev dans cette eau. Il y a des petites variations de pH, mais partout dans l'océan ouvert, lointain, 142 millimoles de sodium et 11 millimoles de potassium. Ça, c'est ma base de ma vie. 11 millimoles de potassium dans un sang humain, 4. Et ça, c'est vraiment le système de base, un océan ancien qui a beaucoup moins changé que les systèmes continentaux. Donc, 3 mots le caractérisent: salinité, stabilité, continuité. Un seul océan, c'est important de le rappeler. S'il était pluriel, avec plein d'océans différents, il ne jouerait pas du tout ce rôle qu'il a sur la régulation du climat, dont on parle depuis 2 jours ici à Collioure. Donc je vous ai mis 2 écosystèmes ici qui sont les plus riches en espèces. Sur Terre, la forêt tropicale amazonienne. Les 3 grands écosystèmes que sont le bassin du Congo en Afrique, l'Amazonie en Amérique du Sud, ici la Guyane, et puis en Asie, les 2 grandes îles que sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Bornéo, contiennent plus de la moitié de toutes les espèces connues de la planète. Beaucoup plus d'espèces sur Terre que sur mer. Des connaissances que l'on a aujourd'hui, bien évidemment. Alors c'est un paradoxe, je vais vous raconter, parce que la vie, elle est exclusivement marine au début. Pour 3 milliards d'années, il n'y a la vie que dans l'océan. Elle sort, et vers 110 millions d'années, elle explose sur les continents. On essaiera de comprendre pourquoi. Et quelle est la grosse différence entre les faunes et les flores terrestres par rapport aux flores et faunes océaniques? Ça, c'est une vraie question pour nous aujourd'hui. L'équivalent de la forêt tropicale, c'est le corail. On vous l'a dit hier, le corail, c'est moins de 0,2% de la surface de l'océan. C'est plus du tiers des espèces connues dans l'océan. Le corail est gigantesque dans son importance pour l'océan, comme est la forêt tropicale sur les continents. Et je vous ai mis ici l'humain, Shanghai, et vous avez dans une ville comme ça la moitié des Français. Voilà. Donc ce qu'on a fait de la Terre, c'est ça. On passe de ces écosystèmes pristines à ceci. Et nous sommes intranquilles aujourd'hui pour 2 raisons qu'on a abordées hier. En bas, je vous ai mis la remontée du niveau de la mer. On vous a dit hier que la mer remontait de 1 mm par an depuis 5000 ans. Et c'est brutalement, depuis une vingtaine d'années, mise à remonter très vite, au moins 3 fois plus vite. Et puis ça va continuer, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, effectivement. Et en haut, c'est la courbe température du GIEC, qui est la même pour la surface de l'océan que pour les continents. En gros, dites-vous bien, ici, à Collioure, il y a 19 000 ans, à la fin des derniers grands glaciers, la température est 4 degrés plus basse et la mer est 125 mètres plus basse. Gardez ça bien en tête, c'est un peu un cadre général de réflexion sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, l'histoire de la vie est intéressante parce qu'elle est forcément basée sur du minéral. La vie n'est pas apparue comme ça. Et je vous ai mis ici quelques images de la météorite d'Orgueil. Je vous l'ai déjà raconté, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ça, c'est la composition de l'océan, stable depuis au moins 100 millions d'années. Et je vous ai mis ici un estuaire. Où que vous soyez. On peut prendre l'estuaire de la Tech ici, ou de la Tête, comme vous voulez. Donc, vous avez de l'eau douce ici, là, vous avez de l'eau de mer. Et là, vous avez autre chose. Et c'est quoi, ça? Toute la clé du système vie est là-dedans. Ce que je vous mets ici, c'est votre sang. Qu'est-ce que fait dans un sang humain? Où que vous soyez grand, petit, beau, moche, garçon, fille, vivant au nord, au sud, nous avons tous 142 millimoles de sodium dans notre sang, 105 millimoles de chlorure. C'est quoi le chlorure de sodium? Ben, c'est l'océan. Chaque humain a au sein de lui-même une composition extrêmement stable dans ces ions qui font l'océan. Donc vous voyez une relation intime avec l'océan, beaucoup plus que ce qu'on peut croire en fait. Nous avons un petit océan divisé par 3 au sein de chacun d'entre nous. Et ça ne bouge pas. Si ça bouge, c'est le coma profond. 11 millimoles de potassium dans l'océan, 4 chez l'humain, à 8, c'est le coma profond chez l'humain. Vous voyez qu'on a une régulation très intéressante à comparer par rapport à ce milieu océanique. Je vous ai mis ici le plus ancien fossile qu'on a dans nos collections à Paris, des cyanobactéries qui viennent d'Australie, datés à 3,45 milliards d'années, 3,450 millions d'années. Et les mêmes que tout à l'heure j'ai ramassés dans une flaque d'eau. Je voyais Gabi qui arrivait tout à l'heure, là on discutait devant l'entrée, il y a une flaque d'eau. Vous la verrez avec tendresse tout à l'heure, la flaque d'eau. Là-dedans, il y a des cyanobactéries. Donc vous regardez, ces êtres vivants sont incroyablement ressemblants. Ils ont 4000 millions d'années d'histoire d'évolution différente. Alors vous voyez que finalement, quand on parle des grandes entreprises, la soutenabilité, la durabilité, le plus beau système, c'est la vie. 4000 millions d'années, elle est toujours là, après avoir subi des avatars divers et variés. Et vous allez voir que l'humain l'abîme beaucoup aujourd'hui. Alors,
Quand je compare maintenant les faunes continentales et marines, elles sont assez différentes. Sur Terre, on connaît quoi? Des arthropodes, les insectes essentiellement. Les insectes, on fait beaucoup d'expéditions au muséum, où qu'on aille, 55% de tout ce qu'on trouve dans une expédition sont des insectes. Et ils ne sont pas marins. Il y en a quelques-uns pour dire, mais ils viennent des crustacés marins, les insectes. Donc l'équivalent marin antérieur, c'était effectivement le monde des crustacés. Des vertébrés, des deux côtés. Parce que les poissons, en fait, on pense tous que les poissons sont d'abord marins. Eh bien, figurez-vous qu'on connaît pratiquement le même nombre de poissons dans les eaux douces que dans le milieu marin. Parce que la mer est continue, donc tout se mélange beaucoup plus, alors que sur la Terre, vous avez des tout petits ruisseaux au fin fond de l'Amazonie ou des forêts de Nouvelle-Guinée, où on trouve des poissons nouveaux qui vivent sur quelques centaines de mètres de deux petites rivières différentes qui ne se recroisent pas. 15 000 espèces de poissons d'eau douce et allez, un petit peu plus de 17 000 de poissons marins. Donc vous voyez que c'est extrêmement intéressant. Vous avez bien sûr beaucoup de groupes qui ne sont pas connus sur Terre, qui sont en mer. Et puis vous avez les mollusques, qui est un groupe intéressant parce que les mollusques ont une très grande réussite marine, mais aussi une très belle réussite continentale. Comme les vertébrés, ces groupes ont été capables de vivre en mer, d'en sortir un jour. Alors si je regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est un travail que j'avais publié il y a quelques années, ça ce sont des groupes d'animaux qui n'ont jamais été capables de quitter l'océan. Il n'y a aucun groupe d'animaux apparu sur la terre ferme, sur les continents. Tout vient de l'océan. Même les myriapodes, dans les 1000 pattes qui ne sont pas marins, ils viennent d'ancêtres, effectivement, qui étaient dans le milieu marin, et aujourd'hui, tout vient de l'océan, finalement. Et la vie sortira de l'océan. Pour les bactéries, il y a à peu près 1 milliard d'années. Pour les êtres vivants élaborés, les plantes et les animaux, il y a à peu près 450 millions d'années. Et c'est là que le rivage va prendre son intérêt. Tout à l'heure, on a vu un estuaire. Tout s'est passé par le rivage. Toute l'histoire de la vie et de l'humanité aussi, finalement. Parce qu'au rivage, on sort de la mer pour aller vers les eaux douces, et on sort de la mer pour aller vers l'air. On voit les branchies qui deviennent des poumons sur ces continents qui sont en continuité avec le milieu océanique. Et vous avez des cas extraordinaires de physiologie aujourd'hui extrême. Le crabe chinois, tout petit, qui ressemble à rien, il est génial. Mon crabe chinois, il vit dans l'eau de mer, profonde, salée. Il vit dans l'eau de mer proche, classique. Il vit également dans l'eau saumâtre, il adore, c'est la saleté de son sang à lui. Il remonte en rivière, il court sur la plage, il grimpe aux arbres. Là, vous avez la merveille de l'inventivité, de la créativité du vivant. Et c'est comme ça que le vivant est sorti de l'océan. Et aujourd'hui, on les massacre partout, on pollue les plages et les rivières où ils sont. Donc vous avez des groupes incroyables, les Cycliophora, sont des embranchements avec 2 espèces connues. Ça ne vit que sur les dents de homard en Norvège. Alors je dis à mes collègues du muséum, allez voir les dents de homard en Nouvelle-Zélande. Je serais surpris qu'il n'y ait pas des bestioles comme ça. Tout petit groupe, puis vous avez des groupes très connus, les échinodermes, étoiles de mer, oursins, crinoïdes, qui ne sont jamais sortis de l'océan. Vous avez également les céphalocordés, il n'y a pas beaucoup d'espèces qui sont extrêmement intéressantes. Les tuniciens, 3000 espèces aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des groupes qui ont été capables, ils sont apparus dans l'océan tous, mais certains ne sont jamais sortis. Et ça, c'est intéressant de réfléchir à la différence qu'il y a entre océan et puis continent. Il y a un second aspect qui m'a beaucoup plu, qui va plaire aussi à Gabi, parce qu'on s'est souvent demandé comment les insectes ne sont pas revenus à l'océan. Ils sont apparus sur Terre, c'est clair. Mais ils ont toutes les caractéristiques pour le faire. Moi, j'ai élevé des larves de moustiques dans de l'eau salée, ça ne leur pose aucun problème. Et une des théories actuelles, c'est qu'ils n'ont jamais inventé la transparence. On a mis des larves d'insectes dans des petites boîtes en mer, eh bien, vous les mettez le soir, le lendemain matin, ils sont bouffés, ils ne sont plus là. Par toute cette masse qui monte et qui mange ce qui est en surface. Et ce n'est pas par hasard que les crustacés ont inventé cette extraordinaire transparence que vous connaissez bien. Regardez une larve de langouste ou une larve de crabe, c'est extraordinaire, hein. Et alors, une des idées, on peut rechercher un petit peu plus, c'est qu'ils n'ont jamais été capables d'inventer la transparence. On ne peut pas vivre dans le plancton marin quand on n'est pas transparent. D'ailleurs, vous voyez, les couleurs d'invertébrés d'eau douce, ils sont très colorés, les poissons aussi, par rapport à d'autres systèmes. Voilà, c'est ça l'eau de mer, beaucoup plus que des baleines, beaucoup plus que des poissons, c'est ça. Ça, c'est Tara Océan, on en a parlé hier. Hein. Tara Océan, on ramène des centaines de milliers de protistes, de microalgues, donc des grosses cellules à noyaux, des millions de bactéries, des milliards de virus. Toutes les gouttes d'eau de mer où couvert les premiers sur la Terre, c'est ça. Arrêtons de penser la biodiversité uniquement au travers des grosses bêtes que l'on voit. Ça, c'est 98% de la biomasse de l'océan. Donc tout ce qu'on a fait comme travaux en Terre sur les vivants et la biodiversité, sans tenir compte des micro-organismes, ça ne vaut rien. Donc c'est vrai qu'ils sont essentiels. Une goutte d'eau de mer. L'eau de mer, en gros, hier, Guy parlait de 250 000 espèces, on a à peu près entre 200 et 300 000 espèces aujourd'hui. 13% de tout ce qui est connu, aujourd'hui, la connaissance actuelle, vient effectivement de l'océan. Voilà, c'est ça la biodiversité, finalement. Beaucoup plus que du plancton, des papillons. C'est ça la biodiversité. On ne mange que ça, on ne coopère qu'avec ça. Et ces 2 livres sont extraordinaires. Jamais seuls.
et celui-ci, tous entrelacés. Plus on avance dans nos connaissances de ces relations micro-organismes, cellules humaines au sein d'un corps humain, avec des dialogues perpétuels, plus on se rend compte qu'on est une union incroyablement impossible de les séparer. Donc ça, on le sait de mieux en mieux, et par ailleurs, on oublie qu'on fait partie du vivant. On fait n'importe quelle bêtise, parce que si on admet ça, c'est très important. Chaque fois que je vais agresser ce vivant, je m'auto-agresse moi-même. C'est vraiment con pour une espèce qui s'est appelée Sapiens. Elle-même s'est appelée Sapiens. Et quand Linné donne le nom de Sapiens aux humains, on est en 1758, il a déjà appelé des espèces Atrox, Ferox, Horribilis, Horridus, nous Sapiens. Je lisais le journal ce matin ici en préparant le colloque. Je me dis, quand je regarde les relations entre les humains entre eux, les garçons et les filles, pour commencer, c'est catastrophique. Et les humains et non-humains, alors c'est encore pire, parce que là, on les oublie, il n'existe pas les autres. Il n'y a que l'humain qui compte. Ça, c'est une très grave erreur d'appréciation de la relation de l'humain à la nature et au vivant et à la biodiversité. Et le cas de la vache est dramatique, parce qu'on s'est mis à élever des vaches. Et si on continue comme ça, dans l'effondrement du vivant d'aujourd'hui, le seul gros animal qui restera demain sera la vache. On aura tué tous les éléphants, toutes les baleines, tous les rhinocéros, tous les lions, tous les tigres, il restera des vaches. Alors, tout ça, bien sûr, a été lié à des systèmes d'évolution. La vie n'a pas été un grand fleuve tranquille, on a eu des crises qui sont très importantes. Moi, j'aime beaucoup les oursins. À la troisième crise d'extinction, il y a 251 millions d'années, on voit que les ammonites rouges disparaissent définitivement, les trilobites disparaissent, les corotabulés disparaissent, celles-là, elles repartent. Les oursins, deux sont connus pour ayant passé de la fin de l'ère primaire au début de l'ère secondaire. 2. Donc on a 700 oursins sur la Terre aujourd'hui. Donc les 700 actuels viennent de ces 2 qui sont passés là. C'est la contingence du système, l'évolution, c'est ça. Vous survivez à un moment, ça passe ou ça casse, bien sûr. Hein. Ceux qui ne sont pas passés, ben, il n'y en a plus pour toujours, ils ont disparu, bien évidemment. Hein. Ceux-là sont repartis après. Alors ça, ensuite, comment l'humain s'est séparé de tout ça? Ben, par sa technicité, sa créativité, son inventivité. Et c'est souvent le cas du biface qui m'intéresse beaucoup, parce que le biface, c'est le seul outil, la seule arme des humains pendant 3 millions d'années. On n'a que ça, un caillou aménagé. Boucher de Perthes parlait des galets aménagés. On n'a que ça. Et avec ça, on fait tout. Et ce qui s'est passé, c'est que le grand drame a été les polytechniciens de l'époque qui inventent l'arme de jet. 8000 ans, propulseur, c'est 12 000 ans, la lance. Et là, vous tuez à distance, ça change tout. Et quand les chasseurs m'énervent, aujourd'hui, ça m'arrive quelquefois, dans nos discussions, je dis, voilà, je te donne un biface, va me tuer un sanglier avec. Croyez-moi, le sanglier, il a ses chances. Contre le type avec son biface. Mais quand on a aujourd'hui des gamins, ont des kalachnikovs, ils ont 14 ans à la frontière du Congo et du Soudan, quand je les vois. Ils tuent toutes les girafes, tous les éléphants. Ils ont violé toutes les filles du village d'à côté. Ils ont 14 ans. C'est ça, ce leurre de la domination de l'humain. Et l'arme de jet a été un très fort contributeur. Et ceci explique la démographie. Nous sommes 5 millions ici il y a 10 000 ans. On est 8 milliards aujourd'hui parce qu'on a inventé les armes de jet, les métaux, l'irrigation agricole, la roue. Il y a 7000 ans, on a inventé les moulins à eau. Avant, la poudre noire, terrible invention, les vaccins, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques, les ordinateurs. Et tout ça est lié totalement. Si l'humain a pu se multiplier à ce niveau-là, c'est parce qu'il avait en fait cette technicité. Donc l'humain n'est pas du tout sapiens, il est Faber. Hein, on a des pantalons, on a des micros, on discute entre nous. Nous sommes Faber, on sait faire des choses. Mais comme dit Edgar Morin, qui est mon maître à penser, il dit on est Faber. On a de plus en plus de progrès incroyables, entre guillemets, progrès techniques et technologiques. Malheureusement, la conscience qui va avec n'est pas du tout présente. Et il nous dit nous sommes dans l'enfance de la barbarie quant à notre mentalité pour utiliser ces découvertes. Donc voilà, question posée, est-ce que cette diversité arrive à une nouvelle crise d'extinction? J'aime pas trop le terme. IPBES va le reprendre parce qu'on détruit et on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout et le climat change. Donc voilà la courbe la plus terrible que j'ai à vous montrer ce soir, qui me fait à chaque fois mal quand je la montre. C'est ce travail publié il y a 2 ans. En vert, c'est l'effondrement du sauvage. Demain, il n'y aura plus de sauvage. Si on continue comme ça demain, je vous assure qu'il n'y aura plus aucun éléphant, aucun tigre, aucune girafe. Dans quelques réserves, c'est tout. On aura les baleines auront disparu depuis longtemps, tous les poissons auront été pêchés. Donc et ça, c'est en bleu les animaux domestiques et en rouge l'humain. Donc vous voyez qu'on est sur un système où on a une explosion des humains avec leurs animaux domestiques et un effondrement du vivant sauvage. Donc ceci a déclenché ce qu'on appelle IPBES, c'est un peu l'équivalent du GIEC Climat. On a eu une semaine de réunion à Paris il y a juste 2 mois.
Et là, en fait, on en a parlé ce matin, on nous dit qu'on pourrait perdre le 8e des espèces vivantes à une échéance assez rapide. Hein. Donc on a analysé 15 000 publications, 3 ans de travail, 400 experts pour produire ces résultats. Le vivant s'en va, il s'effondre, le vivant sauvage, et le domestique explose. On va un travail super intéressant. Comment est-ce que la grande presse analyse ces données? Le Monde, il y a 2 ans, vous vous rappelez, 15 000 scientifiques du monde entier, c'est parti de collègues américains de Berkeley, nous disent « Prévenons les chefs d'État, si nous ne mettons pas en priorité les questions justement d'effondrement du vivant et du climat qui changent trop vite, tout va s'effondrer. S'il vous plaît, demain il sera trop tard. » Et regardez, le président Macron rebondit là-dessus, nous sommes le 12 décembre 2017, c'est 2 ans après l'accord de Paris, et il crie lors du Earth Planet Summit à Paris, « Nous ne prenons pas le chemin financier de résoudre l'accord de Paris. » Et ça, c'est il y a 15 jours, le même journal qui publie les résultats d'IPBES. C'est pas inintéressant. Donc il y a 2 ans, on dit « Demain, il sera trop tard. » Il n'est pas trop tard pour agir. Il n'y a que la foi qui sauve. Hein. Moi, je continue à croire aussi qu'il n'est pas encore trop tard, sinon j'arrêterai mes conférences depuis longtemps. Mais pour ça, il faut qu'on change. Si on continue à faire exactement comme on a fait hier, on ne peut qu'aller vers ces situations particulières. Alors ça, j'étais dans le Pacifique la semaine dernière parce qu'on organisait avec la Commission du Pacifique Sud un IPBES dédié au Pacifique. Parce que le drame du Pacifique, aujourd'hui, de tous ces pays, là, il y a 28 pays riverains dans le Pacifique, 28. Tonga, Samoa, Wallis, vous les connaissez tous, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, 2 grands pays, Australie et New Zealand. Et en fait, on est collé à l'Asie. Or, l'Asie, 4 milliards d'humains. Le Pacifique, c'est 4 millions, donc on se dit, on doit faire notre petit IPBES à nous. Et le triangle du corail, par exemple, qui est incroyablement riche, hein, sur ces petits États qui sont insulaires. Et là-bas, on nous dit une chose qui est très importante. La mer n'est pas séparatrice. La mer est union. Ce sont des îles dans l'océan, mais surtout, c'est l'inverse dans leur tête à eux. Et eux, ils savent bien. Tous ces peuples de Polynésie, ou les Mélanésiens, savent bien qu'ils font partie du vivant, qu'ils ne vivent pas à côté, et qu'on ne peut pas s'en passer. C'est le président de la CPS qui est un perliculteur des îles Cook. Alors, finalement, on nous dit, regardez ce qui disparaît. L'UICN, qui fera son congrès mondial l'année prochaine à Marseille, nous dit, voilà, en 4 siècles, on a perdu à peu près 900 espèces, dont 18 marines. Et c'est là que le terme extinction n'est pas bon. Quand je disais à ma ministre, elle me dit, Gilles, il y a combien d'espèces qui se sont éteintes en mer? 18. Il y a combien d'espèces dans l'océan? 300 000? Ben, de quoi vous parlez, de quoi vous vous plaignez? 18 sur 300 000, c'est pas sérieux. Parce que ce n'est pas un bon critère, l'extinction. Nous ne sommes pas dans une phase d'extinction, on est dans une phase d'effondrement du nombre des individus dans les populations vivantes. Ce n'est pas la même chose. Et en plus, sur les 18, là, il y a 9 oiseaux marins. L'oiseau, ce n'est pas un vrai animal marin, il faut bien qu'il trouve un endroit pour poser son œuf sur un nid à un moment. Donc vous voyez que, qu'est-ce qui a disparu en Europe? Voilà, la seule espèce que je connaisse, moi, qui est disparue dans les 40 ans écoulés. C'est une petite limace de mer qui s'appelait Corambie batava, qui vivait en Hollande, qui vit sur des beaux rochers style Bretagne, et bien maintenant, quand vous allez là-bas, voilà les écosystèmes. Elle a disparu. Tout le monde s'en fout, personne ne s'en a occupé. On n'a pas regardé, quand on a fait ces champs en Hollande, qu'il y avait une petite bestiole qui vivait que là et nulle part ailleurs au monde, et bien le Corambie batava, il est parti. Mais vous voyez que ce n'est pas commun. Les espèces qui sont déjà éteintes, il n'y en a pas beaucoup. On a des données maintenant sur les escargots, par exemple, en Polynésie. On trouve beaucoup de coquilles d'escargots vides, pas connues. Ça veut dire qu'il y a probablement eu des extinctions massives récentes d'escargots terrestres dans les îles du Pacifique. Donc, effondrement des populations. La pêche, j'en parle pas, Philippe va en parler, ça c'est les concours de pêche. Et ça c'est intéressant parce que vous voyez que plus le temps passe, plus le vainqueur gagne avec 3 fois rien du tout. Là, on gagnait avec un ton d'une tonne en 1926. Là, le vainqueur, il gagne avec 140 grammes. La virilité, elle a pris un sacré coup quand même. Hein. Parce que c'est un truc de mec, ça. Hein. Les femmes ne sont pas à avoir le plus gros poisson possible. Hein. Les garçons, oui. Donc on vit vraiment non seulement un effondrement du nombre des individus, des tailles aussi. Tous les records du monde de grands poissons d'intérêt économique sont tous antérieurs à la Seconde Guerre mondiale. Le plus grand thon rouge, le plus grand espadon, la plus grande langouste, c'est fini tout ça. Et cette image est classique en montrant des morues qui faisaient 200 kilos, alors qu'aujourd'hui, bien sûr, elles sont 10 fois plus petites. Alors c'est très intéressant qui a été fait aussi en Namibie et au Chili, où on montre la relation entre la surexploitation des poissons pélagiques, on les détruit. Donc j'ai plus d'oiseaux marins qui les mangent, j'ai plus de baleines qui les mangent, j'ai plus de poissons de bout de chaîne, on parlait des chaînes trophiques ce matin avec Guy, ils disparaissent. Et comme ils ne sont plus là, qu'est-ce qu'ils mangent? Du zooplancton. Ben lui, en fait, il n'est plus exploité. Il explose le zooplancton. Et qu'est-ce qu'il mange? Du phytoplancton.
Et on sait que le phytoplancton joue un rôle essentiel dans la capacité du CO2, à ce que disait hier Guy, 26% du CO2 stocké par l'océan. L'océan peut faire ça parce qu'il est vivant. Un océan mort ne pourra pas avoir ce rôle sur la régulation du climat. Alors après, 2 mots sur l'aquaculture, ça c'est parti en disant on ne pêche plus, donc on va essayer de produire. Plein de types inventés, surtout par les Asiatiques, surtout Corée, Chine, Japon, Thaïlande, Vietnam, ces pays se sont mis à produire un peu de tout. Hein. On produit des algues aujourd'hui, on produit des mollusques, on produit des crevettes et on produit des poissons marins. Donc aujourd'hui, on produit plus en tonnage que la pêche, et surtout on produit beaucoup plus en valeur que la pêche. C'est parti. Après, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais quel type d'aquaculture? On a parlé hier des farines de poisson. Hein. Question à se poser. Alors ça, c'est un travail intéressant qui a été fait par des amis à Marseille. Ça, c'est la Méditerranée, telle qu'on l'imagine, très belle. Et puis on voit aujourd'hui, effectivement, apparaître des choses bizarres. Lui, par exemple, ce n'est pas un envahisseur. C'est une espèce qui était fréquente à Banyuls et qui s'est mise à proliférer. 1900, quand le bateau revenait de sa pêche, on dit « J'ai vu un Ditrupa arietina », c'est un petit annélide polychète, donc il notait sur le cahier. Aujourd'hui, vous en avez 5000 au mètre carré, ici, là, à Collioure. Et ça, c'est vrai de Barcelone à Marseille. Pourquoi? Comment? Comment l'humain a facilité l'explosion de ce petite bestiole? Simplement par le chalutage. Hein. On a modifié la granulométrie des grains du fond de l'océan et ça a favorisé cette bestiole par rapport à d'autres. Ceux-ci sont rentrés par le canal de Suez, plus de 700 espèces aujourd'hui. Et ceux-là sont rentrés par Gibraltar. On a pêché récemment ici à Collioure des dorades coryphènes, ça là. Voilà. Jamais vu, hein. Il y en avait un petit peu depuis quelques années, on avait vu au Baléares. On a fait de la biologie moléculaire là-dessus. Elles viennent du golfe de Guinée. Elles suivent le mouvement hein, en permanence. Je vais vous montrer les chiffres. C'est effroyable la vitesse de remonter vers le nord aujourd'hui ces populations. Et ça, c'est les grands tankers géants qui transportent de tout. Alors, des microméduses comme celle-là qui a assassiné la mer Noire. 40 000 tonnes de pêche en lançon ont disparu à cause de l'introduction par un bateau américain de Mnémiosis en 1980. Et puis les milliards de tonnes d'eau de mer qui sont échangées tous les jours par les supertankers qui remplacent l'eau de mer de Rotterdam par du pétrole à Abu Dhabi et qui font ça dans l'autre sens aussi. Et ça se passe tous les jours à notre nez en permanence, déclenchant des efflorescences toxiques ici au Japon. Un travail fait par les collègues de Marseille sur l'étang de Thau. On n'est pas très loin d'ici, l'étang de Thau. Alors on plonge à Thau ensemble, on fait un travail pratique cet après-midi, et on regarde les macroalgues. C'est génial, il y en a plein, ça se porte bien, c'est joli, on a bien dépollué l'étang. Et puis, alors je donne le livre après des algues françaises aux étudiants, ils ne trouvent rien. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il a fait Feldman en 1929 là? Il n'a rien foutu, je ne reconnais rien. Et je leur dis, en 1971, devant 2 parasites amenés des États-Unis, de la Chesapeake Bay, dans l'étang de Thau, on a vu s'effondrer les stocks français d'huîtres. Et donc on a ramené depuis 50 ans, tous les ans, des bébés huîtres japonaises vivantes dans de l'eau japonaise. Donc regardez ce qu'on va faire. Je vais enlever les japonaises. Voilà l'étang de Thau. On a fait de l'étang de Thau un superbe écosystème japonais. Alors c'est intéressant parce que pour les écolos, c'est une catastrophe. Catastrophe, vous avez vu. Pour un écologue, écoutez, c'est un socio-écosystème nouveau qui est apparu avec des activités humaines. Hein. Tant qu'on continuera à amener les huîtres japonaises, en fait, il continuera à bien vivre. Et c'est propre. Le pisciculteur, l'ostréiculteur, le pêcheur, le plongeur vit très bien comme ça. Hein. Mais on a modifié le système. En cherchant bien, on en trouve une qui avait ici à 30 ans. Voilà comment l'humain modifie les systèmes. Le changement climatique, quelques mots, on a beaucoup parlé hier, donc je passe rapidement. Guy en a très bien parlé. N'oublions pas qu'en mer, c'est la chute de l'oxygène, on en a parlé un petit peu, et c'est aussi, bien sûr, on l'a dit, la montée du niveau de la mer. Ça, c'est intéressant. C'est un travail d'étude des papiers qui nous montre à quelle vitesse ces espèces migrent vers le nord dans l'hémisphère nord et vers le sud dans l'hémisphère sud. Le plancton, en ce moment, en Bretagne, fait 47 km par an vers le nord, et les poissons, 27 km par an. C'est sur 10 ans, ça. Hein. Donc, chaque année, ils sont 27 km plus au nord, les poissons du golfe de Biscaye, et le plancton, 47, avec des problèmes qui sont liés à la concordance entre la proie et le prédateur. Hein. Sur les mésanges, on a beaucoup travaillé là-dessus. Les chenilles vont plus vite que les oiseaux, ou l'inverse. Là, les calanus, que mangent les morues, par exemple, peuvent aller plus vite ou moins vite. Et ça peut amener des catastrophes trophiques. Le prédateur n'est pas en même temps que sa proie dans l'état particulier. Sur Terre, c'est 6 km par an, en gros, aujourd'hui. Hein. En gros, aujourd'hui, le vivant fait 100 mètres par an en montagne, 6 km au sol, en transversal, et en mer, vous voyez que les vitesses sont beaucoup plus rapides en mer, parce que c'est facile, bien sûr, de migrer en mer. Voilà, donc je terminerai simplement en vous disant que cet océan, il est remonté.
que là, on a une importance très importante de l'observation satellitaire de la Terre. Les 3/4 des données viennent des satellites. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir continuer, bien sûr, ces approches particulières. Juste pour terminer, il n'y a pas que la pêche et l'aquaculture, il y a aussi d'aller chercher en mer des molécules d'intérêt. Aujourd'hui, on en connaît 26 000 extraits du milieu marin, des anticancéreux, des antibiotiques, des antiviraux, des antichampignons. Tout ça, ça vient souvent des éponges marines. Un gros travail qui a été fait d'ailleurs en Calédonie en particulier. Et ça, ce sont les prix Nobel de médecine acquis grâce à des modèles marins apparemment sans intérêt, qui ne se mangent même pas. Metchnikov, c'est l'étoile de mer. Richet, c'est la méduse. Von Warburg, c'est des oursins. Austin Huxley, c'est le calmar. Kandel, c'est la limace de mer. Timothy Hunt, ici à Banyuls, a le prix Nobel en 2001. Il découvre la molécule clé du cancer grâce à des oursins. Vous voyez l'importance de faire de systèmes globaux dans le système. Shimon Mura a un prix Nobel. Il est mort d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur les protéines de couleur fluorescente des méduses. Et ces trois-là découvrent les mécanismes fondamentaux du vieillissement grâce à un truc qui ressemble à rien, qui s'appelle tétrahyména et qui vit dans les flaques d'eau. Sauvons le vrac. On me dit il faut sauver les jolis aux grands yeux bleus, aux grands cils. Ouais, bon, très bien. Les moches, aucune chance d'être sauvés. Il faut que ça serve à quelque chose. Il faut garder le vrac avec nous. Plus on le gardera, mieux on s'en sortira. Ah, c'est les rapports qui ont été faits sur la remontée du niveau de la mer en France, les précipitations en France dans les 30 ans qui viennent, et ici, santé publique et changement climatique en France. Tout ça est récupérable sur Internet. Et ça, c'est l'événement de mars 2015 au nord d'Arcachon, où sur un événement climatique, le trait de côte a reculé de 60 mètres. Les bunkers dans la Wehrmacht, ils savaient faire du béton, les Allemands. C'est les Français qui faisaient le boulot, mais eux faisaient le béton. Sur le sommet, en une nuit, ils sont tombés comme un jeu de domino. Chaque domino est plus grand que la pièce ici. Ils sont tombés en bas de la dune et sont dans l'eau de mer aujourd'hui. Donc tout ça change très, 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 très vite. C'est le premier endroit en France où on va détruire un village aujourd'hui. Ça y est, c'est décidé, hein, on va le détruire entièrement. Les gens sont encore dedans. Hein, et on va les ramener 200 mètres plus haut, 400 mètres en retrait de plage. Voilà pour finir un peu de philosophie. Chez Robineau disait en fait ceci, je vous laisse lire. Il rajoutait ceci. Pour un biologiste, une transformation radicale s'appelle une métamorphose. Voilà, c'est un peu mon message essentiel. L'économie actuelle ne tourne plus, elle n'est plus du tout adaptée à ce qu'on faisait. On en parlait avec Titouan Lamazou encore ce matin. En fait, l'économie actuelle qui consiste à faire ce qu'elle fait à l'heure actuelle amène à la destruction des systèmes autour de nous. Qu'est-ce que fait le vivant? Regardons comment il fait, ce vivant. Le vivant innove depuis la nuit des temps. Il innove pour tout le monde, y compris pour les gilets jaunes. Qu'on ne fait pas du tout, nous, aujourd'hui. On est en train de creuser le fossé à l'heure actuelle. Hein. Le vivant, ensuite, il fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Une libellule vole à 100 km/h avec 2 watts. 2 watts. Une libellule encaisse 30 G en accélération. Prenez un pilote de guerre, là, le mec à 4G, à 5G, il est mal. Il vomit son 4 heures. Hein. Quand on centrifuge les cosmonautes, là, vous verriez un petit peu ce qui se passe. 9 techniques de vol, une libellule. Elle voit à 360 degrés, 300 images par seconde. Mais comment elle fait? Eh bien non, qu'est-ce qu'on fait? On détruit les mares, on met des pesticides dedans, on fait pipi dedans, et puis elles s'en vont, dans l'indifférence générale. Alors qu'on tient là un fabuleux tissu de compréhension de ce vivant. La R&D pour le vivant, elle a 4 milliards d'années, vous imaginez? C'est toute la défense que j'ai aujourd'hui pour le biomimétisme et la biorespiration. Et surtout, c'est important, le vivant n'a jamais inventé une substance qu'elle ne s'est pas dégradée. Ce matin, quelqu'un nous a dit, la chimiste ici, là, disait 100 000 molécules depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale qui nous empoisonnent tous les jours en permanence. Donc pesticides, insecticides, qu'on a évoqués ce matin, tout ce qu'on met, les perturbateurs endocriniens qu'on évoquait aussi. Dans l'indifférence totale, on s'en fout. On tue une peste. Alors, par contre, je n'étais pas d'accord avec elle, je lui ai dit, elle parle d'espèces nuisibles. Mais il n'y a pas d'espèces nuisibles. Imaginez le vivant inventer un truc chez une espèce 300 millions d'années avant que l'humain n'apparaisse pour emmerder les humains quand ils allaient apparaître. C'est l'humain qui les trouve nuisibles. Et quand on dit à quoi sert le moustique, ben, je dis, vous servez à quoi, vous, finalement? C'est ça qu'il faut qu'on reprenne en permanence en considération. Retrouver de l'harmonie. Moi, j'aime pas le mot équilibre. Pour un écologue, il n'y a pas d'équilibre dans la nature. Il y a de l'harmonie, par contre, bien sûr. Et je finis en disant que le vivant ne maximise jamais. Ça, c'est fondamental.
Toutes nos économies sont basées là-dessus. Le plus de fric possible, le plus vite possible. Le vivant optimise en permanence. Donc ma conclusion est claire. Stopper, détruire cette économie suicidaire et stupide qui consiste à faire du profit en détruisant la nature ou en la surexploitant. C'est jouable. Mais pour ça, on est d'accord, il faut bien accepter de changer. Et c'est vrai, bien sûr, aussi pour l'océan. Voilà tout ce qu'on peut faire en bioaspiration. Vous voyez, c'est tous les domaines. Bon, c'est en anglais, excusez-moi, mais ça peut aller des matériaux, ça peut aller des formes, des couleurs, des systèmes organisés, même pour de la robotique, même pour du management d'entreprise. Le vivant sait faire beaucoup mieux que nous, en fait. Regardons comment il fait. Je finis avec Edgar Morin, qui est mon maître à penser, qui dit finalement la Terre, c'est un vaisseau spatial, avec 4 moteurs, qui sont la science, on est content, scientifique, la technologie, l'économie et le profit. OK, le profit dans un système capitaliste, à condition, on a vu que ce profit ne se fasse pas en détruisant le vivant ou en le surexploitant, on est bien d'accord. Hein, mais il dit chacun de ces moteurs-là est très bénéfique pour l'humanité ou très délétère. Et il dit, le probable, on en parle depuis 2 jours ici, depuis hier, là, on ne va pas vous désespérer, hein, mais il est assez inquiétant, ce probable qui nous guette là aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a fait? Je remercie les organisateurs d'avoir organisé ce colloque. Qu'est-ce qu'on fait depuis 2 jours ici ensemble? On se bat pour que ce probable-là qui nous est promis ne se produise pas. C'est possible, mais ça ne se fera pas si on ne change pas. Je rappelle Einstein qui disait, en fait, le monde ne va pas mal des méchants ou des stupides. Il va mal des gens normaux comme nous qui les laissons faire. Et le président Macron, Edgar Morin disait au président Macron il y a 2 mois, vous savez, monsieur le président, quand on gouverne un pays en laissant une grande partie des gens de côté, le premier gourou qui passe, il gagne. Et je finirai sur les femmes que j'aime tellement. Il dit aussi, Edgar Morin, chaque fois dans l'histoire de l'humanité que l'humain est revenu à la barbarie, qui trinque en premier? Les femmes, les enfants et les animaux. Donc on a vraiment un devoir essentiel de nous réharmoniser avec ce système. Et il dit, il faut de métamorphose. Une conscience humanitaire, planétaire de tous, pas que les gens développés dans nos pays à nous. Et il dit, on est Faber, on est pas mal démence, mais on n'est pas encore sapiens. Il terminait en disant, il y a 1 mois, au président de la République, à force de sacrifier aujourd'hui l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Et ça, c'est ma dernière image. Si on ne fait rien, il se passera ça. Merci pour votre attention.